Je vois d'ailleurs qu'il y a beaucoup de nouvelles têtes aujourd'hui. Donc je pense qu'il est nécessaire que je vous présente très brièvement qui je suis, qui nous sommes. Donc WIMEC est un dispositif porté par l'École centrale Nantes, Nantes Université, le pôle mer Bretagne Atlantique et l'IRT Jules Verne. Un dispositif dédié à la recherche, la formation et l'innovation dans le domaine des énergies marines renouvelables. Et WIMEC, notre petit nom, donc, veut dire West European Atlantic Marine Energy Community, avec mon plus bel accent. Donc nous sommes une communauté. Nos actions sont, je fais court, mais nos actions sont principalement focalisées sur des aspects recherche, où nous finançons des projets de recherche. On fédère la communauté des acteurs académiques, de l'enseignement supérieur et de la recherche des EMR de la Pays de la Loire en Pays de la Loire. Et on fédère également par l'intermédiaire notamment des moyens d'essai remarquables dédiés aux EMR présents sur le territoire. Le deuxième grand volet des actions du projet WIMEC est lié à l'innovation. Donc là également, on finance du projet partenarial. Nos financements, attention, pas de méprise, passent par les laboratoires, mais se font en partenariat avec les entreprises. Et donc, le barycentre entre la recherche et l'innovation parfois varie en fonction de l'implication et des développements TRL des projets concernés. Et enfin, le troisième pilier des actions de WIMEC est lié à la formation. On fédère les formations dédiées aux énergies marines renouvelables des acteurs de Centrale Nantes et de Nantes Université. Donc, on dispose d'un certain nombre de modules de formation, parfois certains pour de l'acculturation approfondie quand même du domaine, et d'autres des modules très experts, voire intermédiaires, ou des modules à façon. On a des partenariats avec des entreprises qui nous font des demandes de mise en place de modules de formation pour certains de leurs nouveaux collaborateurs. Donc, voilà, très succinctement, ce qu'on fait chez WIMEC. Avant de laisser la parole à mes invités, je ne peux pas laisser cette occasion passer, vous rappeler notre actualité. Je vous l'ai dit très brièvement pour ceux qui étaient dans la salle d'attente, le 24 et le 25 septembre prochain. WIMEC interviendra dans le cadre du Blue Event sur les drones maritimes pour l'éolien en mer. Nous animons une table ronde sur l'usage des drones dans le cadre de surveillance environnementale et ça se déroulera, les tables rondes, le 25 septembre sur le Technocampus Océan à Bougnay, donc Nantes, on aurait presque pu dire, mais voilà. Et enfin, une deuxième actualité dont on souhaitait absolument vous parler aujourd'hui, WIMEC organise avec l'IUML un hackathon à destination des étudiants de certaines formations spécialisées, des masters océan pour l'école centrale, des masters en droit maritime et j'en passe de notre université. Et nous organisons un hackathon sur le champ EMR du futur. Notre hackathon, son petit nom, c'est pas que du vent. Et je pense que nous avons des représentants aujourd'hui qui confirment que les EMR, oui, ce n'est pas que du vent. Et donc, à l'issue de ce hackathon, nous avons des auditions publiques auxquelles vous êtes tous invités. Il ne faudra pas nous prévenir, je vous enverrai des liens par la suite et tout n'est pas encore parfaitement publié. C'est bien pour ça que je vous rappelle que pour ne rien rater, vous pouvez vous inscrire sur notre newsletter, notre page LinkedIn et j'ai rappelé également la page LinkedIn des bassins d'essai de l'École centrale Nantes. Vous verrez, parce qu'aujourd'hui, on va parler également moyen d'essai. On a des experts qui ont fait un benchmark très poussé là, de leurs usages des bassins d'essai européens, je pense. Alors, je vous rappelle tout ça, et là, j'ai envie de dire, j'en ai déjà trop dit, je vous laisse la main, Gabriel, Arthur, à vous de jouer. Et puis, très bon webinaire à tous. Les questions, comme je vous le rappelle, en fin de webinaire, n'hésitez pas dans le chat, non pas dans le chat, mais dans la partie questions-réponses. Merci d'avance, c'est Gabriel. Arthur, à vous de jouer. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je fais un dernier petit ajustement. Thibaut, je reprends la main. Oui. Voilà. Bienvenue dans ce webinaire que nous allons présenter à deux voix. Arthur est à mes côtés, on va se présenter un petit peu plus longuement tout de suite. Nous allons vous présenter pendant une petite trentaine de minutes le projet Seaturns, voilà, le concept, notre technologie, notre phase de développement. Effectivement, il y a eu beaucoup d'essais réalisés dans différents bassins des universités européennes, des essais en mer aussi plus récemment. Donc voilà, c'est tout cela que nous allons vous raconter. N'hésitez bien sûr pas à poser des questions, elles seront les bienvenues.
Voici tout de suite l'équipe Citerns, donc une équipe qui est en train de s'étoffer. Le projet est en pleine phase d'accélération, donc aujourd'hui l'équipe s'agrandit, on va internaliser des compétences, de l'expertise. Donc vous avez sous les yeux l'équipe actuelle, mais aussi quelques perspectives de recrutement. Donc il y a des postes en recrutement sur de la direction commerciale, sur des systèmes électriques, l'industrialisation, marketing communication. Donc, petit message. N'hésitez pas, si le projet vous intéresse, à candidater. Je suis Gabriel Quentin, chef de projet associé chez Citance depuis 2019, une formation d'ingénieur en aéronautique et en moteur fusée, un passé un peu plus obscur. Et puis ensuite, voilà, j'ai fait le choix de m'orienter vers l'environnement, les énergies renouvelables, au sens un peu large. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le secteur du bâtiment sur un poste de responsable environnement. Et puis ensuite, j'ai eu envie de me spécialiser dans des technologies nouvelles, innovantes, et les énergies marines en faisaient partie. J'ai repris les études, et puis ensuite, après une première expérience dans l'hydrolien fluvial, j'ai rejoint Citerns. Je passe tout de suite la parole à Arthur. Oui, et moi donc Arthur Cholia, que j'ai rejoint Citerns il y a 2 ans avec une expérience passée de fiabilité des équipements et de maintenance. Et c'est un point assez important pour les structures en mer. Et effectivement, comme Gabriel, après 15 années de travail, j'ai repris des études avec un master spécialisé dans les énergies marines renouvelables. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans le houlomoteur, parce que j'étais attiré par les vagues. Très bien. Et pour compléter l'équipe, donc Vincent a fondé la société en 2015. C'est le président fondateur. Et aujourd'hui, donc nous accueillons aussi une ingénieure en hydrodynamique, Naya Belloc, et Valentin Serre, qui nous a aussi rejoint récemment sur la conception mécanique. Et Mania complète l'équipe sur le volet administratif. Voilà, les slides défilent. Quelques mots de contexte. Cette énergie de la houle, c'est une énergie qui est quand même très présente dans le monde. Vous avez sous les yeux une carte qui figure voilà, la quantité d'énergie disponible sur la côte. Plus on est rouge, plus le niveau de puissance est élevé. Donc on voit que le terrain de jeu est quand même assez large et mondial. La côte ouest de l'Europe, la pointe sud de l'Afrique, une grande partie du pourtour de l'océan Indien, l'Océanie, notamment l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et côté Amérique, USA, Canada au nord, Chili au sud. Donc voilà, une ressource qui est quand même très présente dans le monde, qui aujourd'hui mérite toute sa place dans le mix énergétique. C'est une énergie qui permet de diminuer l'impact climatique de l'électricité notamment, et de répondre aussi à un besoin de réduction de la dépendance aux énergies fossiles. C'est une énergie aussi qui est de plus en plus poussée par les institutions. La COP28, par exemple, a défini des objectifs sur les énergies renouvelables au sens large pour 2030, et de façon un petit peu plus significative pour les énergies marines. Voilà, 72 gigawatts installés en 2030, c'est un objectif qui va nous permettre, voilà, qui va tracer une feuille de route sur laquelle nous allons surfer pour déployer cette énergie. Sur le volet plus spécifiquement du holomoteur, un potentiel techniquement exploitable qui est considérable. Peut-être que les chiffres voilà, sont pas toujours faciles à interpréter. 1000 à 1500 gigawatts, qu'est-ce que ça représente? Ben, c'est tout simplement le même potentiel que l'éolien offshore posé. Ces fermes éoliennes offshore qui sont aujourd'hui en train de sortir d'eau, voilà, et qui nous proposent des puissances importantes, voilà, sachez qu'il y a la même puissance disponible en houlomoteur sur nos côtes et sur beaucoup de côtes dans le monde. Un dernier mot de contexte, 2050, un objectif de 180 gigawatts installés. Voilà, il y a de quoi faire, et de façon plus globale, cette ressource pourrait couvrir environ 10% de la demande mondiale en électricité. Donc, elle mérite toute sa place dans le mix énergétique. Comment capter l'énergie de la houle? Alors voilà, il existe beaucoup, beaucoup de concepts différents. Vous avez ici à gauche un petit schéma qui illustre plusieurs façons de capter l'énergie de la houle. Je ne vais pas forcément toutes les détailler, mais voilà, vous pouvez voir qu'il y a des systèmes qui vont monter, descendre, donc des systèmes plutôt pilonnants, des systèmes de volets qui vont battre, ou alors des colonnes d'eau oscillantes où l'eau va pousser de l'air à travers une turbine. Retenez ça parce qu'on n'en est pas loin.
Et vous avez à droite quelques illustrations de technologies qui ont fait leurs preuves, ou en tout cas qui se sont confrontées à la mer. C'est une étape majeure pour un développeur. On va très largement y revenir. Retenez qu'aujourd'hui, même si de nombreuses technologies sont en développement, aucune n'a totalement percé de là à atteindre un rôle, de là à avoir une position dominante. Donc, il y a un gros marché. Il y a aussi possibilité justement de toucher ce marché avec des technologies diversifiées et on va mettre en avant certaines caractéristiques qui nous semblent nécessaires pour proposer une solution qui soit à la fois efficace et compétitive. Que fait Citerms? Tout simplement proposer une solution de rupture pour capter l'énergie des vagues afin de produire de l'électricité. Les mots simples et robustes, on va les marteler parce que c'est vraiment ce qui définit peut-être le mieux notre solution. Et c'est une caractéristique essentielle dans la mesure où se confronter à la mer soulève rapidement des difficultés. On va y revenir également. Et donc, voilà, notre mission, c'est de fournir cette solution de production d'électricité qui soit compatible avec le contexte climatique et environnemental que nous connaissons. Et nous avons pour objectif de devenir assez rapidement un acteur majeur dans cette filière houlomotrice. Nous avons déposé plusieurs brevets sur notre solution, celle que je vais vous présenter dans quelques instants. Donc voilà, les brevets, c'est aussi très important pour protéger des brevets déposés en France et étendus à l'international. Si vous voulez satisfaire votre curiosité, n'hésitez pas à visiter le site web. Vous y trouverez aussi des visuels, des vidéos. Ça peut compléter très efficacement notre présentation d'aujourd'hui. Et puis, dernier point, nous sommes basés à Bordeaux. Juste un petit mot, Thibaut, le son, tout va bien? Je vais considérer. Tout va très bien ici, je t'entends, je n'ai pas de réclamation. On Parfait. continue. Alors, cette technologie, voilà, vous l'avez sous les yeux, en image réelle ou en CAO. Donc, ce système houlomoteur, voilà, on va capter l'énergie de la houle, l'énergie des vagues, si on peut faire un peu l'amalgame entre les deux, même si voilà, la houle, c'est vraiment cette énergie, ce flux d'énergie qui arrive sous forme d'onde et qui a emmagasiné de l'énergie sur plusieurs milliers de kilomètres. Donc, ce système houlomoteur de puissance unitaire 200 kW est capable d'alimenter en électricité plusieurs dizaines ou centaines de foyers selon le mode de chauffage. Donc, on parle bien sûr de production d'électricité. Un système qui, voilà, intrinsèquement doit être simple et robuste pour se confronter à ce milieu hostile. Cette forme de cylindre très compacte répond vraiment à cet impératif. Et quand on regarde un petit peu plus en détail, voilà, on voit qu'au final, la simplicité, elle se voit aussi dans la conception. Vous avez sous les yeux un écorché du système dont je vais détailler le concept juste après. C'est essentiellement des éléments chaudronnés, c'est de la tôle roulée, soudée. Il n'y a aucune pièce mécanique en mouvement à l'extérieur du flotteur, en contact avec l'eau de mer, pas de piston, crémaillère, butée de fin de course, courroie, etc. Les dimensions du système, 6 mètres de diamètre, 14 mètres de long, une quarantaine de tonnes de masse nette. Ça commence à être déjà voilà, un bel équipement en mer et qui donc est à moitié immergé. Donc, vous voyez ici sur cette slide 7, d'une part en partie supérieure, une vue en perspective du flotteur, donc un cylindre à moitié immergé qui va s'orienter, comment dire, l'axe du cylindre est parallèle à la ligne de crête des vagues. Donc, si vous voyez ma souris, les vagues, on va dire, arrivent depuis, par exemple, le coin inférieur gauche de l'écran et donc vont venir, vont rejoindre le flotteur et sous l'effet, sous l'action de la houle. Alors, je ne sais pas s'il y a des surfeuses et des surfeurs, mais quand on attend la vague, il y a ce mouvement d'avant en arrière qui nous porte. C'est-à-dire que les vagues, ce n'est pas seulement un mouvement vertical, mais c'est aussi un mouvement horizontal. Et grâce à un ancrage très spécifique qui fait l'objet d'un brevet, nous allons convertir ce déplacement horizontal, qui s'appelle cavalement, nous allons le convertir en rotation. Donc tout simplement, grâce à l'ancrage, le flotteur va se mettre à osciller autour de son axe. Donc il va avoir un mouvement de rotation qui est représenté en partie basse de l'écran. Donc on voit le même flotteur qui oscille un peu à gauche, un peu à droite. Alors ce mouvement d'oscillation, voilà, n'imaginez pas que le flotteur fasse des 180 degrés. On est sur à
peu près, ou des tours complets, on est sur, allez, au grand maximum, plus ou moins 90 degrés de rotation, 90 degrés à droite, 90 degrés à gauche, selon l'amplitude et selon le niveau d'énergie de la houle qui est présente. À l'intérieur de ce flotteur, donc, qui est en réalité constitué de 2 cylindres concentriques, on va délimiter plusieurs espaces. D'abord, en partie basse, entre les 2 cylindres, un pendule d'eau. Un pendule qui représente quand même plus d'une centaine de tonnes, on va dire entre 100 et 120 tonnes d'eau environ. Ce pendule va osciller en même temps que le flotteur. Donc, le mouvement d'oscillation du flotteur se transmet au pendule, qui donc, à l'intérieur du flotteur lui-même, va avoir ce mouvement d'oscillation qui va permettre de comprimer ou d'étendre de l'air. Donc, si je vais me permettre peut-être voilà, de zoomer un tout petit peu, la partie supérieure de l'espace intercylindrique est occupée par 2 chambres remplies d'air, séparées par une cloison verticale. Et donc, sous l'effet de la gravité, le pendule, lui, maintient un niveau à peu près horizontal. Et donc, les mouvements combinés du pendule et du flotteur vont induire des augmentations et diminutions de pression dans ces 2 chambres remplies d'air. Il se trouve qu'elles communiquent l'une avec l'autre à travers cet élément en partie supérieure. C'est une veine qui donc communique avec ces 2 chambres. Et donc, l'air va passer d'une chambre à l'autre de façon alternative. Grâce à un dispositif plus spécifique, on va pouvoir générer un flux monodirectionnel. Donc, on va générer ce flux d'air qui fait tourner une turbine qui elle-même est couplée à une génératrice pour produire de l'électricité. Donc, en résumé, grâce à l'ancrage, on va faire osciller le flotteur. À l'intérieur du flotteur, le pendule d'eau oscille également, pousse l'air à travers une turbine qui fait tourner la génératrice. L'électricité produite est ensuite exportée à travers le câble d'export que vous devinez ici. Donc, c'est un câble qui va voilà, épouser la forme du flotteur et plonger dans l'eau pour ensuite rejoindre la terre ferme. Je pense que j'ai tout dit. Ça, c'était pour un flotteur. Donc, un flotteur, on va le maintenir en place avec 2 ancres, une ancre à l'avant, une ancre à l'arrière. Pour répondre à des besoins de puissance plus importants, on va tout simplement intercaler des flotteurs supplémentaires. C'est un atout qui est vraiment très important pour nous, à savoir que donc, on peut déjà cibler des marchés sur des puissances plus importantes. Donc voilà, typiquement, à partir de 2 mégawatts, c'est une ligne de 10 flotteurs, et jusqu'à plusieurs dizaines ou centaines de mégawatts. Donc très clairement, on va pouvoir cibler le marché des fermes industrielles, des fermes houlomotrices de grande puissance. Et avec plusieurs atouts, à savoir que installer plusieurs flotteurs sur la même ligne d'ancrage, donc ça permet d'augmenter la puissance disponible, sans forcément augmenter d'une part le nombre d'ancrages, dans la mesure où pour un flotteur, on a 2 ancres, pour 10 flotteurs, on a également 2 ancres, pas forcément beaucoup plus grandes. Les essais ont montré qu'effectivement, on n'a pas besoin de surdimensionner les ancres elles-mêmes ou les lignes. D'autre part, en installant des flotteurs très rapprochés les uns des autres, nous pouvons assurer une forte densité de puissance surfacique. Donc, typiquement, sur une même surface en mer, nous allons pouvoir installer beaucoup plus de puissance qu'avec des éoliennes. Alors, je ne veux pas opposer les 2 énergies, vous verrez qu'elles sont parfaitement complémentaires, mais voilà, on peut retenir qu'avec un système houlomoteur comme Citerns, on peut capter beaucoup d'énergie sur une petite surface en mer. Vous avez donc ici cette vue en coupe de l'ancrage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser, on y reviendra. Un ancrage très classique de type caténaire, donc avec une portion de chaîne qui se prolonge en une portion en ligne synthétique. Donc c'est un ancrage qui permet notamment d'assurer une mise en tension des lignes. Cette mise en tension est nécessaire pour qu'on puisse convertir le mouvement de déplacement horizontal en rotation. Quelques atouts qui ont déjà été beaucoup évoqués, donc à savoir la simplicité, la robustesse, cette forme cylindrique qui est quand même très compacte, qui est aussi similaire à celle d'une bouée, assure une meilleure survie et permet aussi de réduire la maintenance du fait qu'on ait très peu d'équipements mobiles. J'ai évoqué tout à l'heure la config multiflotteur qui permet d'optimiser les coûts, d'aller vers des puissances élevées tout en réduisant l'emprise maritime. Autre point notable, un rapport masse-puissance extrêmement avantageux, dans la mesure où finalement le système est très léger par rapport à sa puissance. C'est un élément essentiel, notamment en termes de compétitivité ou d'optimisation de CAPEX. Le CAPEX, c'est le coût d'investissement initial sur un projet. De par cet ancrage, nous pouvons aussi mettre en avant le fait que le système va fonctionner sur un large spectre de houle. Ça veut dire qu'on aura
potentiellement la possibilité d'installer le système dans un grand nombre de sites dans le monde, où les périodes de houle peuvent différer. Donc, autre atout majeur. De façon plus globale, tout à l'heure, j'ai peut-être pointé le fait que certaines technologies avaient déjà euh, été développées. Il peut y avoir une barrière technique. Voilà, est-ce que techniquement on arrive vraiment à capter l'énergie de la houle sans risque de défaillance? Mais il y a aussi ce critère de performance économique, et c'est une approche que nous avons intégrée très tôt dans le projet C-Turns, c'est cette dualité entre performance technique et performance économique qui nous permet à terme de cibler un coût de production d'électricité qui soit réduit. Et enfin, les dimensions du flotteur, 6 mètres de diamètre, 14 mètres de long, sont relativement modestes pour un système flottant en mer, ce qui nous permet de limiter l'impact visuel et de réduire également les coûts de développement. Nous allons aborder la phase de recherche et développement. Je vais en dire un petit mot avant de passer la parole à Arthur. L'aventure a commencé en 2017, précisément dans les bassins de l'École centrale de Nantes. C'était le petit bassin pour les personnes qui le connaissent. Donc, Citerns a réalisé la preuve de concept de sa solution. Et depuis, il s'est passé beaucoup de choses que nous allons détailler plus longuement maintenant. Des études techniques, des études économiques, des essais dans différents bassins d'universités européennes, développement aussi de bons d'essais, pour en arriver aux dernières campagnes qui ont été réalisées en 2023-2024. Retour aux sources avec donc de nouveau l'École centrale de Nantes, mais cette fois dans le grand bassin, pour tester des systèmes beaucoup plus élaborés à des échelles plus grandes, et puis bien sûr les essais en mer qui nous permettent aujourd'hui de converger vers le produit final. Ces essais nous permettent de lever les principaux verrous techniques qui résident notamment sur voilà, la survie, comment résister aux conditions océaniques difficiles, comment optimiser la performance, capter l'énergie sur un grand nombre d'états de mer et résister à la fatigue. C'est tout cela que nous avons réalisé jusqu'à présent, et je passe la parole à Arthur pour vous parler de l'offre. Oui, je vais vous parler, alors on me voit mal, on me voit dans l'ombre, mais je vais vous parler de notre parcours R&D et puis des bassins d'essai qui sont des infrastructures importantes pour nous. J'ai vu aussi deux questions dans le chat. Je vais essayer d'y répondre à mesure qu'on passe les slides de la présentation. Donc les bassins d'essai, vous avez une photo là au centre ou en haut de l'écran avec le bassin d'Alborg. C'est vraiment une infrastructure, pour nous c'est comme un laboratoire. Ça nous permet de recréer les conditions de vagues comme on peut retrouver dans l'océan. Alors, il n'y a pas le courant, il n'y a pas l'eau salée, il n'y a pas l'odeur de la marée, mais pour tout le reste, c'est très très proche de la mer. Et donc, ça nous permet, nous, de faire des tests dans des conditions qui sont contrôlées et qui nous permettent d'extrapoler ensuite pour savoir comment notre flotteur va réagir en mer. Ici, vous avez des photos de notre campagne de test à Alborg et à Porto. Ce sont des campagnes qu'on a réalisées à échelle 1/30. Donc, vous voyez un petit peu notre prototype. On a pu en tester 2 à la suite, puis 4 à la suite. Ça, c'était en 2020. Ici, à Cantabria, on a changé d'échelle. On est passé sur une échelle 1/10. Ça, vous notez peut-être quelques changements de design sur la photo en bas à droite. On a pu tester pour la première fois une turbine. Donc là, on a apporté une brique technologique. Et ces bassins, c'est vraiment des périodes où on peut réaliser des dizaines, des centaines de tests dans des configurations différentes. Euh, il y avait une question dans le chat sur la perpendicularité de notre flotteur par rapport à la houle. Alors souvent, la houle, elle vient en fait d'une même direction, mais il y a quand même un angle qui peut aller de plus ou moins 20 degrés. Alors on a testé, on a pu tester en bassin, parce que les bassins permettent ça, de la houle de travers, 15 degrés, 20 degrés, 30 degrés, et on a pu voir comment est-ce que notre flotteur réagissait. Il continue à produire, il produit très bien dans une large gamme d'angles de houle, et ça pose pas de problème ni sur la tension des ancrages, ni sur la dérive du flotteur, ni sur sa performance. Donc voilà, concrètement, quelque chose qu'on a pu tester en bassin. Je continue avec, en 2023, des tests qu'on a réalisés, donc là, sur le bassin d'essai de l'école centrale Nantes. On est revenu à une échelle 1/15. Vous voyez là un grand changement de design où on aperçoit la veine
dont Gabriel parlait, et vous apercevez toute la connectique et toute l'instrumentation qu'on met en bassin, parce qu'on suit vraiment, je dirais, une structure scientifique rigoureuse. On a des données précises, on a des moyens de mesure qui sont précis, les vagues sont calibrées, vous voyez là des marqueurs de position de l'instrumentation, ça nous permet d'avoir des analyses fines du comportement de notre flotteur. Et pour les exploiter, on fait appel à des sociétés d'ingénierie spécialisées. Donc, on a Inossi qui nous a accompagnés sur toutes les étapes de tous nos tests en bassin. Ça nous permet voilà, d'avoir cette démarche scientifique rigoureuse, d'avoir des gens qui sont spécialisés dans ce domaine, qui nous apportent aussi leur expertise et qui nous guident dans les possibilités d'amélioration de notre flotteur. Ici, on était très content de cette campagne de test en 2023 parce qu'avec ce changement de design, on a gagné beaucoup en performance, on produit plus et en plus, on a réussi à réduire la tension dans les ancrages. Donc là, on est gagnant sur les deux domaines principaux, les deux performances principales de notre flotteur. Un petit mot ici sur mais toujours là, cette démarche scientifique. Des tests en bassin, ça se prépare. Là, celui de 2023 a duré 2 semaines. 2 semaines, il y a de la préparation en amont, il y a de la préparation parce qu'on installe le flotteur dans le bassin, et puis ça représente 9 jours complets d'essai. Je crois qu'on a réalisé 200 tests dans ces 9 jours en 2023. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de configurations, beaucoup de données qui nous permettent de comprendre exactement le comportement de notre flotteur et de le traduire, ce que ce sera dans le futur à l'échelle 1 par des règles de changement d'échelle. Et donc, pour ça, j'ai mentionné Inossi. Qui nous accompagne. Et puis le Léa, bien sûr. Donc le Léa, c'est le laboratoire hydro de Centrale Nantes, qui nous aide à la réalisation de ces tests et qui nous apporte son matériel de précision, son infrastructure et puis ses compétences. Quelques photos supplémentaires sur lesquelles on voit un petit peu l'instrumentation qu'il peut y avoir sur un flotteur, une vue de haut. Effectivement, j'ai pas trop mentionné les échafaudages qu'on a installés dans le fond. On a un bassin qui fait 5 mètres de profondeur. Et nous, on voulait tester vraiment notre flotteur à 2 mètres de profondeur parce qu'il est à l'échelle 1/15. Et 2 mètres de profondeur à l'échelle 1/15, c'est comme si c'était 30 mètres à l'échelle 1. Et notre démonstration à l'échelle 1, elle sera à 30 mètres de fond. Donc, on a ajusté, finalement, on a ajusté le fond du bassin pour qu'on soit dans les conditions les plus représentatives du futur pour nous. Voilà le genre d'ajustement qu'on peut réaliser en bassin. Et puis, sur la photo du bas, vous voyez une passerelle d'accès qui nous permet d'accéder au flotteur. Pour nous, c'est génial parce qu'en quelques secondes, on peut faire une petite modification, un petit changement de paramètres qui nous permet de relancer une série de tests et donc de continuer notre développement. En 2024, on a poursuivi avec quasiment le même design, quelques toutes petites modifications. Mais par contre, là, on a testé une ferme de 5 flotteurs. Il y avait une question tout à l'heure dans le chat, j'ai pas suivi les autres, mais qui demandait est-ce qu'on peut fonctionner avec 1 ou 2 flotteurs plutôt qu'une grande ferme de 10 ou de 100 flotteurs. Oui, on peut. Il n'y a pas de problème. C'est bien sûr en fonction du besoin du consommateur. La seule chose, c'est que nous, quand on met 10 flotteurs sur une même ligne, eh ben, on gagne en coût d'installation, quoi. Il y a des effets d'échelle. C'est parce qu'on paye une seule fois l'ancrage pour 10 flotteurs. Tandis que si on met un seul flotteur, on paye le même ancrage et on a 10 fois moins de production. Donc c'est possible. Ça peut être intéressant pour des sites isolés. Par exemple, en Polynésie, il y a parfois des îles où il y a très très peu de besoins énergétiques. Et là, on pourrait tout à fait imaginer juste quelques flotteurs. Euh, et c'est juste que c'est un peu plus cher. Ça reste très compétitif par rapport à un générateur diesel. Mais voilà, c'est plus cher que quand on met 10 flotteurs sur la même ligne. Je parlais des infrastructures. Vous le voyez sur la photo du haut, on a des ordinateurs sur le bassin et donc ça nous permet de voir en réel ce qui se passe. Ça ne nous empêche pas le soir
et avec Inossi, qui nous accompagne, de compiler toutes les données, parce que c'est quand même des périodes assez intenses, hein. 200 tests, là, je crois que en 2024, on a fait 300 tests. Euh, ben, il faut arriver à compiler ces données pour s'orienter, pour faire des choix. Donc ça demande de l'analyse assez poussée et assez rapide, mais on a toutes les données et toute la possibilité de le faire grâce grâce à ces infrastructures. J'ai pas lancé une petite vidéo. Euh, J'espère que vous la voyez à l'écran et peut-être même que vous... Voilà, non, Le son. non, sans le son. Je Euh, te confirme, nous la voyons. Ça ah, bouge. super, bon, bah, c'est Ouais, très bien. ouais. Mais comme ça vous permet de vous représenter un petit peu plus en vidéo. Ben, qu'est-ce que c'est que ces vagues et comment le flotteur et les flotteurs bougent à 5. Vous voyez ils ont des mouvements qui sont désynchronisés. C'est ça qui permet de faire en sorte que la force dans l'ancrage, ben, elle ne s'additionne pas. On garde une force max dans l'ancrage qui est la même quand on a 5 flotteurs ou quand on en a un. Et donc ça, c'était un résultat vraiment qu'on cherchait à obtenir et on l'a obtenu. Donc on est content de cette série de tests et ça nous a conforté, ça nous a validé notre solution pour le passage à l'échelle 1. Voilà notre travail de R&D en bassin. Ça nous permet de valider complètement le design et la conception pour aller vers la démonstration à l'échelle 1. Avant quand même l'échelle 1, on a fait un petit pas. On s'est lancé dans des tests donc en environnement réel cette fois-ci. Donc on rajoute le sel, on rajoute le courant, on rajoute le vent. Et on a fait ça à l'échelle 1/4 sur le site d'essai de l'Ifremer. Donc ça se situe juste à la sortie de Brest, à Sainte-Anne-du-Pordic. Et on est venu installer notre flotteur là, juste à côté de la digue, sur un site donc piloté par l'Ifremer. Ce test-là, on a installé notre flotteur il y a un an, tout début octobre l'année dernière, et on va le prolonger jusqu'à janvier 2025. Alors, pour faire ce test, ben, un petit peu comme la phase d'essai en bassin, les équipes de l'Ifremer ne connaissaient pas forcément notre technologie et ils ont un bassin d'essai. Donc, on a commencé par leur montrer notre techno dans leur bassin d'essai pour que les mettre vraiment à bord, puisque ce sont les opérateurs du site. C'était important qu'ils comprennent notre technologie, de parler sécurité, de parler de l'installation et des opérations en mer. Donc, on a pu réaliser ça dans leur bassin. Eux, ils sont allés installer nos lignes d'ancrage. Donc, vous voyez une petite photo sur la droite avec un corps mort et des manilles et une chaîne. Gabriel, voilà, parlait de la chaîne qui se poursuit ensuite avec du synthétique. Voilà à quoi ça ressemble à l'échelle 1/4. On a développé un câble ombilical pour raccorder notre flotteur à la Terre et avoir un export électrique. Et puis assez rapidement, on est allé dans la phase d'installation. Là aussi, vous voyez des photos. Alors, on a parlé simplicité et robustesse. C'est un point qui est très important pour nous pour réduire les coûts, que notre flotteur soit simple, mais aussi simple d'installation. Et là, bon, vous voyez, c'est pas une barque, c'est un peu plus qu'une barque, mais on a pu mettre à l'eau et installer notre flotteur avec des moyens très légers. Alors, on est à l'échelle 1/4, hein. Quand on sera à l'échelle 1, ce sera bien évidemment plus important que ça. Mais ça illustre quand même la simplicité de notre concept. Et le voilà installé. Alors, vous voyez quelques câbles qui pendent un peu de notre flotteur. Le câble central, c'est le câble d'export. Il est protégé par une gaine parce qu'elle vient frotter contre le flotteur. Donc, on a mis ça en place. Et puis, on a mis de l'instrumentation sur les ancrages pour bien contrôler la tension dans les ancrages. On a de l'instrumentation dans un caisson électronique qui nous permet vraiment de comprendre tout ce que fait le flotteur. Euh, on est content de nos tests parce que le flotteur a subi assez vite, le début novembre l'année dernière, la tempête Kiaran, qui était une tempête gigantesque en Bretagne, et il n'y a pas eu de dommages pour notre flotteur. Donc c'était une preuve de sa très bonne fiabilité, de sa bonne résistance. Et puis on a eu des productions supérieures à notre objectif. Donc ces tests pour nous, sont vraiment une excellente base sur laquelle on construit pour l'échelle 1. Et voilà notre parcours, hein. C'est un petit peu la dernière étape de R&D, ces tests à l'échelle 1/4. Donc, je vous ai parlé des tests en bassin.
qu'on a réalisé à plusieurs échelles, échelle 1/10, échelle 1/15. Revenir à une échelle 1/15, ça permettait de tester des vagues très fortes, très hautes, donc des vagues de survie en bassin. C'est pour ça qu'on a réduit l'échelle. On a fait nos essais en mer à l'échelle 1/4, et pour 2025, eh ben, on se prépare. On est en train de construire le flotteur à l'échelle 1 pour le démontrer en mer à partir de l'été prochain. Tout ça se fait pas gratuitement. Donc nos précédents essais, on a pu les réaliser grâce à des subventions, notamment de la région Nouvelle-Aquitaine. On a gagné un concours d'innovation il y a 18 mois, le concours Innov, qui nous a financé à hauteur d'1 million d'euros. Et ça nous a permis de terminer la campagne d'essai de 2024, de construire le flotteur à l'échelle 1/4 et de le démontrer. Et puis, dans nos plans, pour pouvoir démontrer l'échelle 1, on répond à un appel à projet pour notre démonstrateur, un appel à projet européen. Ça, c'est pour la partie financement public. Et pour la partie financement privé, on a levé fin 2022, oui, c'est trompeur. Fin 2022, on a levé 200 000 euros avec WeSeed. Fin 2023, on a levé 800 000 euros avec Team for the Planet. Et là, on prépare une levée de fonds à hauteur de 2,1 millions, là encore, pour ce projet de démonstration à l'échelle 1, qui est vraiment notre flotteur, la vitrine de notre flotteur commercial. Cette démonstration a pour but de déboucher dès 2026 sur la vente de fermes pilotes commerciales. Une autre façon de mettre ces informations-là dans le temps, on a notre R&D voilà, qui se termine en 2024 et notre phase de commercialisation qui commence avec le démonstrateur à l'échelle 1 dès 2025 et 3 fermes pilotes. Notre stratégie d'accès au marché, c'est de montrer à tout le monde par l'intermédiaire de fermes pilotes, de fermes de petite taille, 10 flotteurs, 20 flotteurs, mais que notre technologie, elle fonctionne, elle est fiable et elle fait beaucoup d'électricité. Pour ensuite se déployer beaucoup plus globalement dans le monde. Et donc pour ça, voilà, on lance une levée de fonds en 2025 de 2,1 millions et puis pour 2026, une levée de fonds un petit peu plus importante parce que là, elle intègre l'industrialisation de notre produit et une usine de production, la production de flotteurs en nombre. Peut-être préciser qu'il y a des ventes en parallèle des fermes pilotes. Bien sûr, oui. Dans notre projet de développement, on vend une ferme pilote et puis quand on montre que ça marche, au bout de 6 mois, au bout d'1 an, on peut vendre autour de la ferme plusieurs flotteurs additionnels, des lignes de flotteurs qui viennent s'installer à côté. On aura les infrastructures qui sont déjà prévues pour. Et donc ça permettra d'augmenter la taille du projet avec cette fois-ci des flotteurs qui sont complètement commerciaux, qui sont plus des fermes pilotes. Et ça nous amène à horizon 2030 à un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros. Alors voilà, si je reviens un petit peu en arrière sur notre démarche de R&D, l'apport du bassin, des bassins européens, on a parlé d'Aalborg, de Porto, de Santander en Espagne et puis de Nantes. Mais pour nous, ça permet de valider la technologie, de dérisquer plein de choses à moindre frais. C'est beaucoup moins cher de faire des tests en bassin que d'aller faire des tests en mer et on peut tester beaucoup plus de choses dans un laps de temps très court. Donc, on améliore nos performances avec un budget maîtrisé. Et puis, ça nous permet de valider la conception de notre flotteur. Donc, ce sont vraiment des infrastructures qui sont ultra importantes pour nous, pour le développement d'une société. Ça nous permet de tester la fiabilité de notre produit et ses performances. La prochaine étape pour nous, je vous en ai parlé, c'est notre démonstrateur à l'échelle 1 pour montrer à tous que notre flotteur produit est fiable. Ça va commencer en 2025 et puis on va le faire durer pendant 18 mois pour certifier la production. Ça, c'est une étape qui est nécessaire pour vendre ensuite, pour commercialiser. J'ai parlé des perspectives financières avec une levée de fonds en 2025 de 2,1 millions et puis un financement européen qu'on recherche de 2,5 millions. Et j'ai mentionné qu'on commençait la commercialisation. On a des négociations qui sont en cours
notamment pour les fermes pilotes commerciales dès 2026. Alors, ce slide, c'est l'occasion de remercier quelques partenaires. Le WIMEC, déjà, pour l'opportunité de vous parler aujourd'hui, de vous présenter notre technologie. Les instituts de recherche comme l'IFREMER, comme le Léa, voilà, qui nous ont permis, nous, de faire des tests à échelle réduite et de progresser dans notre chemin vers la commercialisation. Et puis les partenaires financiers, la région Nouvelle-Aquitaine qui nous a financé, France Relance, l'Union européenne. France Relance, c'est le concours Innov. Et puis nos investisseurs, WeSeed, Team for the Planet, BPI France aussi, qui nous a donné des sous. On a reçu des sous de développement de la part de Shell aussi. Et c'est ça qui nous permet, tant qu'on n'est pas commercial, et de poursuivre notre projet parce que ça nous fait des revenus qui permettent d'agrandir l'équipe et de progresser plus rapidement vers la commercialisation. Si vous voulez nous contacter, vous savez maintenant où nous trouver. Et puis, bon, cela, c'est vraiment une conclusion. Notre projet, il est évidemment aligné avec les enjeux climatiques du moment. C'est un concept en rupture par sa simplicité. On croit vraiment, on se différencie de toutes les autres technologies houlomotrices par notre simplicité, par notre robustesse. C'est un marché qui est mondial, très diversifié. On peut avoir des productions gigantesques de 500 mégawatts jusqu'à des toutes petites fermes, presque avec un flotteur individuel. Le marché, voilà, on en a parlé, 50 millions en 2030, plus de 100 millions à horizon 2035, une équipe qui va s'agrandir dès 2026. Et Gabriel a mentionné tout à l'heure qu'on recrutait. Voilà, on est ouvert à tous les recrutements que Gabriel a mentionnés. Et je fais une petite pub ici pour les femmes dans la tech. Hein. Il y a Women in Tech. Vous savez, on a moins de candidatures femmes que de candidatures hommes quand on recherche des postes. Et donc, si vous êtes une femme, n'hésitez pas. Il y a plein de choses à faire chez Citerns. Dans la technique, dans la tech, c'est un projet passionnant. En plus, on a des partenaires qui sont sympas et reconnus pour leur expertise. Et voilà, démarche scientifique, on a des brevets, donc on a protégé notre innovation pour la suite, pour prévoir le futur. Et puis, si vous aimez les photos, voilà, une petite, une petite conclusion en images. Alors là, messieurs, si avec ça, vous n'arrivez pas à recruter, on voit bien que tout le monde a l'air sympa chez Citerne sur ces photos-là. Au-delà de la technicité et de l'excellence de votre projet, ça se voit, il y a un côté aussi humain, je pense, dans tout ça. Merci. Merci à vous, en tout cas, pour toute cette présentation. On a un certain nombre de questions. Donc, déjà, une première, où on vous demande de repasser les contacts. Je me permets de l'envoyer tout de suite, comme ça, vous pouvez l'afficher tout de suite. Et cette réponse est déjà traitée. Avant de fédérer les questions-réponses que j'ai eues, moi, j'aimerais simplement avoir un petit avis. Je vois que vous avez fait une belle tournée des moyens d'essai. Et vous avez beaucoup insisté aussi sur l'importance de ces moyens d'essai dans la fiabilisation de vos développements. C'est des étapes clés qui vous permettent déjà de réduire les coûts en ayant accès à ce genre de choses. Je voulais brièvement avoir votre avis un peu sur l'aspect, justement, je vous parlais un peu du côté humain, mais l'aspect un peu relationnel des accompagnements que vous pourriez avoir dans les bassins d'essai. Je vois que vous avez été à Alborg, vous avez été, je crois, à Bilbao, un certain nombre. Je devine qu'en fonction des endroits, il y a peut-être des approches qui sont différentes. Certains, peut-être, sont prestataires ou vous donnent des pools d'accès et vous laissent faire, et peut-être que d'autres sont un peu plus accompagnants ou pas. Enfin là, c'est vraiment une question ouverte. Je m'interroge en fait là-dessus. Oui, oui, alors tout à fait. Hein, c'est vrai que déjà, des pays différents, il y a des cultures de travail différentes. Il peut y avoir la barrière de la langue un peu différente. À Centrale Nantes, comme on a commencé à Centrale Nantes et qu'on a fait plusieurs je dirais, tests, on commence à très bien connaître les équipes et les équipes nous connaissent aussi. Alors ça facilite évidemment la préparation et la relation. On a toujours trouvé dans les bassins d'essai des gens avec une grande compétence et puis l'envie de nous aider.
voilà, de développer et d'apporter leur expertise pour qu'on puisse réaliser nos tests. Donc ça, c'est vraiment Et, et une- j'imagine que parfois, il vous est peut-être arrivé que ça se passe également dans le deuxième sens, que vous soyez générateur de problématiques de recherche qui n'avaient pas forcément été perçues par certains de vos partenaires des bassins d'essai, peut-être. Alors là, je me tourne vers Gabriel. Est-ce que tu une anecdote peut-être là? Peut-être pas une anecdote très spécifique, mais peut-être qu'on peut pointer le fait qu'aujourd'hui, nos besoins en termes d'essais peuvent amener les bassins à s'équiper. Je pense notamment au système qu'a mentionné Arthur, qui s'appelle Qualisys, pour Hmm. les personnes qui sont du secteur. Donc, on est sur un équipement qui s'appelle, c'est du motion capture, comme au cinéma, c'est-à-dire que Ouais. voilà, on va poser sur l'objet que l'on veut suivre des marqueurs qui vont être suivis par différentes caméras. Et cela permet de reconstituer le mouvement du flotteur selon ses 6 degrés de liberté, 3 translations, 3 rotations. Et c'est extrêmement pointu comme technique et très précis et très intéressant pour ensuite reconstituer voilà, donc le mouvement du flotteur et ensuite trouver des associations entre, par exemple, ce mouvement et puis différentes grandeurs, la puissance, les efforts dans les ancrages, etc. Donc voilà, je pense notamment à l'École centrale de Nantes qui a notamment été équipée avec davantage de caméras. Et je crois me rappeler que WIMEC avait contribué d'ailleurs à cette Ouais, Qualisys. effectivement, ouais, je Voilà. pense que donc c'est probablement l'attrait de vos besoins Oui. qui ont confirmé l'intérêt de tout ça. Ah, donc d'accord, bah, super, bah, je vois que ça va. Et en l'occurrence, c'est parce que nous voulions tester 5 flotteurs simultanément que cette disposition avec davantage de caméras était extrêmement intéressante. Le bassin tel que nous l'avions connu un an avant n'aurait peut-être pas pu nous permettre de réaliser les essais dans les mêmes conditions. Suivre 5 corps en mouvement simultanément, c'est pas rien. J'imagine. Et d'ailleurs, je vois que nous avons des auditeurs qui nous expliquent, Monsieur Pascal, qui a développé des techniques de tests spécifiques pour Citerne. Donc, il nous explique avec publi à l'appui. Donc, voilà, bah, vous confirmez ce que je Salut pressentais. Rémi. Super. Alors, maintenant, on a beaucoup de questions. Donc, maintenant, je vais me recentrer un peu je vais essayer d'en fusionner un certain nombre. On a plusieurs questions sur la taille de vos unités. Est-ce que votre taille est déjà standardisée, définie? Est-ce qu'on peut imaginer des modules plus petits, peut-être avec des tailles moins ambitieuses? Et là, il y a même une question est-ce qu'on pourrait envisager quelqu'un qui a une maison au bord de l'eau, qui puisse avoir son propre système individuel de particulier? Là, je ne sais pas. Et donc, c'est vraiment cette question de la taille de vos unités. Est-ce que c'est Alors, défini? Voilà. cette taille, 6 mètres de diamètre, 14 mètres de long, elle sort pas de nulle part. Elle est le fruit notamment des premières études techniques et de modélisation qui ont été réalisées et qui ont mis en avant notamment l'impact du diamètre du cylindre sur la performance. Donc déjà, ce diamètre est issu de ces résultats, de ces études techniques qui nous disaient que voilà, il fallait que pour un bon fonctionnement, que le diamètre soit d'au moins 6-7 mètres. Donc c'est cela qui a déterminé les dimensions. Euh, Pourquoi pas des cylindres plus grands? C'est tout à fait envisageable pour des puissances plus importantes. Que dire de plus? Donc 200 kW de puissance nominale, ça c'est pour un flotteur. Si on fait un flotteur plus grand, on peut envisager davantage de Mhm. puissance. Pour ce qui est de l'installation, on va dire devant chez soi, pourquoi pas? Pourquoi Bien pas? sûr, il y a une procédure administrative à respecter pour demander les autorisations. Mais bien sûr, si le site s'y prête et que les besoins de puissance en face sont là, on parle quand même de 200 kilowatts de Mhm. base, ça commence à être Vous déjà une puissance consommez comme importante. Donc voilà, on peut envisager très un bien. complément Oui, d'Arthur. un petit complément. On peut imaginer un peu plus gros le flotteur, mais par contre plus petit, Hum, réduire la taille, c'est beaucoup moins envisageable parce que la puissance produite serait très, très, très inférieure. Il y a un facteur d'échelle à la puissance 3,5. Donc, si on réduit, par exemple, Ah les oui. dimensions par 4, comme on l'a fait pour nos essais à Sainte-Anne-du-Pordic, mais la puissance produite, elle est réduite par un facteur 128. Alors, sur 200 kilowatts de départ,
si on divise par 128, il reste plus grand-chose. Donc, si on réduit la taille de notre flotteur, on va vraiment beaucoup perdre en puissance et en énergie produite. Donc, c'est vraiment la taille minimum d'un flotteur, je dirais, unitaire. D'accord. Ben, parfait, merci. Et un peu dans le même ordre d'idées, là j'essaye d'en fusionner un certain nombre. On a beaucoup de questions aussi sur un peu l'industrialisation du module. Comment vous allez le produire et son implantation. Vous avez bien exposé l'intérêt de l'implantation près des côtes, on a vu des cartes, mais certains nous questionnent en fait sur le process industriel, la notion de mise à l'eau et est-ce envisageable de le mettre en vraiment pleine mer et non plus en proximité de côte, ou peut-être pourriez-vous préciser cette notion de proximité? Oui. Alors, je vais commencer avec la question d'industrialisation. Vous le voyez Merci. sur le schéma qui est à droite. Il est vraiment en deux parties, notre flotteur. Il y a le gros cylindre dans lequel Gabriel l'a présenté tout à l'heure. Il y a de la chaudronnerie et puis c'est tout. Et puis, il y a la veine qu'on appelle le module de turbine, hein, là où il y a la production d'énergie, là où il y a toute la technologie. Et donc, on va pouvoir industrialiser de manière différente parce que ce gros flotteur sur lequel il y a pas vraiment de technologie, il va pouvoir être produit aux quatre coins du monde, au port le plus proche de là où le site va être implanté. Et on Mhm. pourra y assembler la veine. La veine, elle, qu'on va produire à la maison et qui, elle, est transportable parce qu'elle n'est pas du tout dans les mêmes dimensions que le flotteur. Donc ça, c'est ça notre tactique d'industrialisation, c'est de pouvoir, la grosse partie, la partie la plus lourde et plus difficilement transportable, elle est simple et donc elle peut être fabriquée dans les ateliers au port le plus proche du site d'implantation. Sur la question de la localisation en mer, effectivement, nos fermes, elles ont plutôt vocation à être à quelques centaines, à quelques kilomètres de la côte. Il y a pas tellement de profondeur limite. C'est important qu'on soit assez loin de la côte pour qu'il n'y ait pas de déferlement. Si les vagues déferlent, notre système ne marche plus, donc il faut qu'on s'éloigne un petit peu. Ouais, il basculerait, ouais. Mhm. Voilà, quand on a une profondeur qui est supérieure à 20 mètres, déjà là, on est bien. À partir de là, on peut s'installer. Et puis, il n'y a pas de limite après dans la profondeur. La seule limite, c'est qu'au bout d'un moment, si c'est trop profond, ça va coûter plus cher quoi, d'avoir des ancrages. Oui. Mhm. Pour remorquer les flotteurs sur l'endroit où la ferme sera installée, en fait, on peut les grouper les uns à la suite des autres et les remorquer un petit peu à la queue leu. Ils n'ont pas besoin d'être remplis pour être remorqués, ce qui fait que c'est finalement Mhm. assez léger. Euh, voilà, donc c'est ça notre. Ben, euh, écoutez, là, vous m'éveillez sur une autre question liée à ce qu'il y a présent dedans, sur la nature de l'eau. Il y avait une ouais, question, est-ce que eau douce, eau de mer, donc là, vous confirmez que vous pouvez les remplir sur place avec de l'eau de mer. alors, il y a les deux solutions. Mhm. Il y a la possibilité de remplir avec l'eau de mer. L'eau douce a l'avantage de poser moins de problèmes de corrosion. Eh oui, oui, je m'en doute, ouais, Voilà. tout à fait vrai. Mais d'accord, Voilà. c'est faisable. Un peu, je me permets, pardon, hein, il y a vraiment une foule de questions, donc j'aimerais satisfaire le plus grand nombre. J'ai une question également en lien un peu avec l'industrialisation, enfin même oui, qui nous demande un peu, avez-vous anticipé, prévu, envisagé une démarche d'éco-conception également pour ce Storgère, pour ce dispositif, et avez-vous également abordé le sujet de l'impact environnemental de l'objet? Et son impact sur la biodiversité, et notamment la question nous présente un focus sur les notions d'ancrage. Donc je pense que ça peut être intéressant également de... Ouais. Eh ben, je vais commencer à répondre et Gabriel complétera si j'en oublie. Euh, alors, sur l'éco-conception, notre flotteur, il est à 99% fait en acier. C'est de l'acier D'accord. recyclable. Et donc, ça, c'est un point Ah qui bah est, déjà, qui, qui est important, qui est essentiel. Euh, on a une technologie de batterie lithium fer phosphate qui réduit et qui n'utilise pas ni de cobalt ou de nickel, qui sont mhm. des matériaux qui sont sensibles, qui sont sur la liste des matériaux critiques de l'Europe. Et donc, nous, on les utilise pas. Et notre turbine aussi sera en aluminium. Et donc, on est sur des matériaux qui sont recyclables. Et ça, c'était très Ah, important. mhm. On s'est pensé au départ comme ça. Sur la question
euh, de l'impact. Bien sûr, ça fait partie des choses qu'on regarde et c'est aussi une des raisons pour laquelle on a fait nos essais en mer sur un site contrôlé, le site de l'Ifremer, et l'année prochaine sur un autre site contrôlé à l'échelle 1, c'est-à-dire qu'il y a un suivi environnemental qui est mis en place sur notre système. Donc, à l'échelle 1, on va pouvoir faire des mesures acoustiques, faire des mesures sur la qualité de l'eau, sur la faune et la flore, la population. Est-ce que la présence de notre système a un impact? Nous, ce qu'on a vu à l'échelle 1/4, là, vous avez les photos de notre flotteur tout propre, parce qu'il venait d'être installé. Mais on a eu l'occasion d'aller faire des inspections, notamment, là, on ne les voit pas sur les photos, Non. mais on a fait des inspections. La partie immergée est couverte de moules. Et donc, Ah, il y a effectivement de la population, ça vit. Hein, on a plutôt un effet récif, récif, ouais, tout à fait. où bah, il y a des algues, des algues digitata, quelques coquillages, des crabes et des moules. Et ça, on a ça sur les ancrages. Alors ici, à Brest, on a développé une technologie d'ancrage qui raclait pas le fond. Donc, on n'a Hmm. aucun impact sur le fond marin. Là aussi, c'était important dans cette zone qui est contrôlée. Et peut-être le dernier mot, c'est que notre technologie, le fait de pouvoir grouper beaucoup de flotteurs sur une seule ligne d'ancrage, ça permet, ben, Gabriel l'a dit tout à l'heure, de réduire l'empreinte maritime en espace, Hmm. aussi le nombre d'encres qui sont posées au sol par rapport à d'autres technologies. Donc on réduit l'impact en réduisant le nombre d'encres installées. J'ai peut-être oublié des points, Gabriel. Écoute, tu as dit l'essentiel. Peut-être une précision, c'est une question qui revient de temps en temps. La nature de l'encre, finalement, elle dépend du site lui-même. Donc, c'est pas lié à la technologie Citans. Donc, en fonction notamment de la nature du fond marin, est-ce qu'il y a des sédiments, est-ce que c'est rocheux, on va choisir tel ou tel type d'encre. Donc, il peut y avoir des encres plutôt gravitaires, donc on va dire un gros poids posé au fond de l'eau, ou des encres plus proches de ce qu'utilisent aujourd'hui les bateaux de plaisance, donc des encres qui vont euh, traîner sur une petite distance et à un moment donné accrocher en s'enfouissant dans le sable, donc des encres enfouies traînées. Euh, Mhm. dans tous les cas, effectivement, c'est très important de limiter le nombre d'encres. Et dans la mesure où on peut regrouper une dizaine de flotteurs sur la même ligne d'ancrage, voilà, on est dans cette stratégie de minimisation de l'impact sur le fond marin. Et c'est extrêmement important. Oui, Et donc je vois qu'effectivement, chez Citorn, il y a une préoccupation de l'impact environnemental vraiment à tous les niveaux, donc que ce soit dans la conception et dans la mise en œuvre et la vie même du dispositif. Ouais. Et une dernière précision, bon, Mhm. on n'est pas très nombreux et on n'a pas toutes les compétences. Et donc, ben, justement, en ce moment, on va discuter avec France Énergie Marine, qui est beaucoup plus, voilà, qui a des spécialistes Mais oui. sur le biofouling. Et ben, voilà, ça va nous aider à comprendre plus de choses et peut-être mettre en place des solutions avec eux pour comprendre l'impact et à la fois sur la biologie et puis sur notre structure aussi de, du biofouling. Voilà. Très bien, merci. Alors, je vois l'heure qui tourne, je vois certains spectateurs, mais c'est bien normal, hein, qui commencent à nous quitter. Et je vais quand même prendre l'initiative de poser une dernière question en essayant d'en fusionner. Euh, une question nous est posée sur le positionnement de vos flotteurs sur une autre ferme existante, peut-être des champs ENR déjà existants. Et je vais me permettre de l'ouvrir avec, parce que je pense on pourrait le faire, avec la notion de coactivité qui pourrait peut-être être un peu plus large. Et bien sûr, je pense que vous voyez que je fais allusion à la coactivité touristique, de la pêche et autres. Est-ce que déjà, premièrement, c'est implantable sur quelque chose d'existant et avez-vous eu des préoccupations, voire à traiter la gestion de la coactivité et du partage de l'espace? Donc effectivement, cette question d'hybridation, finalement, associer Mhm. deux technologies qui seraient Oui. par exemple notre système houlomoteur et des éoliennes en mer, qu'elles soient posées ou flottantes, oui, on ne peut pas te cacher que c'est dans un petit coin de notre tête. Donc c'est quelque chose, oui, c'est quelque chose que l'on souhaite développer, peut-être à moyen terme. Aujourd'hui, on va déjà se focaliser sur
la solution en elle-même. Mais bien sûr, voilà. Dans Ouais, il n'y a pas de l'idée aussi, barrière a priori. Voilà. non, pas de barrière, et même ça irait dans le bon sens dans la mesure où euh, voilà, le milieu maritime est quand même est partagé entre de nombreux acteurs. Donc, quand on tient compte, alors je vais les appeler contraintes, mais il ne faut pas les prendre au pied de la lettre, mais voilà, il y a des zones naturelles protégées, il y a des zones de pêche, il y a des zones de navigation, il y a des zones militaires. Mhm. En tenant compte voilà, de toutes ces conditions, de toutes ces utilisations de la mer, finalement, les zones disponibles pour implanter des énergies marines, euh, elles sont, voilà, il faut maîtriser cet espace. Et donc, si on a la possibilité d'associer deux technologies pour, en quelque sorte, capter peut-être 2 fois plus d'énergie sur la même surface, bien sûr, ça va dans le bon sens. Tout à l'heure, je ne voulais pas opposer énergie éolienne et énergie holomotrice, dans la mesure où elles peuvent être effectivement parfaitement complémentaires. Sur une même surface, on peut installer les deux. Quand il y a du vent, il y a de la houle en général. Ouais. Et de même que, à contrario, si les éoliennes aujourd'hui s'installent plutôt à 15, 20, 25 km des côtes, notre solution, elle peut être déployée plus proche, dans la mesure où son impact visuel est parfaitement maîtrisé. Une installation à quelques kilomètres des côtes est tout à fait possible. Il y avait une autre dimension, je crois, dans ta question La coactivité, peut-être. sur effectivement la coactivité. Euh, oui, effectivement, à savoir que c'est une problématique qu'il faut prendre en compte très tôt. Euh, Mhm. Ça se voit notamment sur les projets d'éoliennes en mer qui, pour certains, sont retardés. C'est important, effectivement, de prendre en compte les activités, toutes les activités au niveau local et que les projets se montent en concertation. C'est par exemple une démarche qui a été initiée au sud de la France, plutôt au sud-ouest, au Pays Basque français, où la région et la communauté d'agglomération du Pays Basque ont pris l'initiative de confier à un consortium des études préliminaires consistant à identifier une zone, la caractériser. Caractériser, ça veut dire, voilà, on va Intéressant, hein. déterminer quel est le niveau quelle est la puissance en houle, etc. Étudier précisément toutes les activités localement, donc dérisquer le projet Mhm. sur cette notion de coactivité. Et peut-être que dans quelques années, émergera sur ce site-là une future ferme houlomotrice. Donc voilà, on croise les doigts. Aujourd'hui, effectivement, le potentiel est là. Les technologies arrivent très vite. Et en tout cas, pour Citerns, pour ce qui est de Citerns, nous sommes tout à fait prêts à déployer assez rapidement cette solution en France et partout dans le monde. Donc, voilà. Ah bah, Futur écoutez, projet dans le Pays Basque, on y là, croit. moi, je suis plus que convaincu, hein. Tout à l'heure, en plus, vous avez fait l'allusion que vous avez commencé dans le petit bassin de l'école centrale, que récemment, vous êtes passé au grand bassin. Moi, je suis certain que vous avez toute votre place dans le bassin olympique maintenant, hein. C'est à vous de jouer, on compte sur vous. Euh, donc, Merci. je pense qu'on n'a Merci. probablement pas fait tout le tour des questions. On a essayé quand même d'en traiter un maximum. Je ne voudrais pas non plus créer trop de frustration avec des gens qui partent, qui ne sont plus là et autres. Je vous garantis que nous allons faire notre possible pour répondre par écrit à certains. Des documents vous seront également communiqués avec les contacts pour rechercher de l'information qui seront diffusés sur notre site, je pense, sur notre page LinkedIn. Euh, Maintenant, je pense que nous arrivons au mot de la fin. Messieurs, avez-vous une dernière chose à annoncer? Eh ben, on vous remercie surtout Ah bah super. de l'opportunité de présenter notre société. Merci de l'attention de tous et de toutes ces questions. Ça nous énergise pour la Ah bah super. Bah suite, merci à voir vous. l'enthousiasme autour du projet. Merci. C'était un vrai plaisir. Les coordonnées sont encore à l'écran. N'hésitez pas à nous contacter. Ça a déjà commencé, hein. J'ai déjà reçu un Ah message. super. C'est super. Je salue Nicolas. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. C'est aussi comme ça que peuvent émerger des projets. Team for the Planet nous avait notamment aidé à peut-être interpeller des personnes qui pourraient favoriser l'émergence de projets. Donc c'est aussi très important qu'on puisse vous associer
à ces premiers projets. Et puis, je te rends la main et puis peut-être le mot de Eh ben, conclusion. merci beaucoup. Moi, voilà, dernier point, parce que là, on a eu probablement des gens qui ne nous connaissaient pas tant que ça. Aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de nouvelles têtes. Donc, je me permets de vous rappeler que nos webinaires ont lieu de manière, que je vous dise pas de bêtises d'ailleurs, mensuelle. Et le prochain sera sur un des projets que nous avons financé, le projet Remark, qui est donc sur les notions d'analyse de stockage de l'énergie de la mer appliquée aux îles. Ça aura lieu le 10 octobre prochain, même horaire. Et donc, c'est toujours un jeudi. Je vous invite donc à vous inscrire à notre newsletter. Vous aurez tous les liens qui vous permettront de vous inscrire. Je vous remercie. Et puis, j'ai presque envie de dire bon vent à tout le monde. Merci. Merci, à Bonne bientôt. soirée. Au Au revoir. revoir. Bonne fin de journée, au revoir. Merci.